Un texte par semaine, donc, que nous devions pouvoir réciter chaque jour de l'année à l'improviste, eux comme moi. Et numéroter, pour corser la difficulté. Première semaine, texte numéro 1. Deuxième semaine, texte numéro 2. 23e semaine, texte numéro 23. Toutes les apparences d'une mécanique idiote. Mais ces numéros, en guise de titre, c'était pour jouer, pour ajouter le plaisir du hasard à la fierté du savoir. Amélie, récite-nous donc le 19. Le 19 c'est le texte de Constant sur la timidité, le début d'Adolphe. Tout juste, on t'écoute. Mon père était timide. Ses lettres étaient affectueuses, pleines de conseils raisonnables et sensibles. Mais à peine étions-nous en présence l'un de l'autre qu'il y avait en lui quelque chose de contraint, que je ne pouvais m'expliquer et qui réagissait sur moi de manière pénible. Je ne savais pas alors ce que c'était que la timidité, cette souffrance intérieure qui nous poursuit jusque dans l'âge le plus avancé, qui refoule sur notre cœur les impressions les plus profondes, qui glace nos paroles, qui dénature dans notre bouche tout ce que nous essayons de dire, et ne nous permet de nous exprimer que par des mots vagues ou une ironie plus ou moins amère, comme si nous voulions nous venger sur nos sentiments mêmes de la douleur que nous éprouvons à ne pouvoir les faire connaître. Je ne savais pas que, même avec son fils, mon père était timide, et que souvent, après avoir longtemps attendu de moi quelques témoignages de mon affection que sa froideur apparente semblait m'interdire, il me quittait, les yeux mouillés de larmes, et se plaignait à d'autres de ce que je ne l'aimais pas. Mais formidable! 18 sur 20. François, le 8. Le 8, Woody Allen. Le lion et l'agneau. Vas-y. Le lion et l'agneau partageront la même couche, mais l'agneau ne dormira pas beaucoup. Impeccable, 20 sur 20. Samuel, le 12. Ah, le 12, c'est l'Émile de Rousseau. Sa description de l'état d'homme. Exact. Mais attendez, monsieur, François se tape 20 sur 20 avec les 2 lignes de Woody Allen, et moi je dois réciter la moitié de l'Émile. C'est l'affreuse loterie de la vie. Bon. Vous vous fiez à l'ordre actuel de la société sans songer que cet ordre est sujet à des révolutions inévitables, et qu'il vous est impossible de prévoir ni de prévenir celles qui regardent vos enfants. Le grand devient petit, le riche devient pauvre, le monarque devient sujet. Les coups du sort sont-ils si rares que vous puissiez compter d'en être exempt? Nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions. Qui peut vous répondre de ce que vous deviendrez alors? Tout ce qu'ont fait les hommes peuvent le détruire. Il n'y a de caractère ineffaçable que ceux qu'imprime la nature. Et la nature n'a fait ni prince, ni riche, ni grand seigneur. Que fera donc dans la bassesse ce satrape que vous n'aurez élevé que pour la grandeur? Que fera dans la pauvreté ce publicain qui ne sait vivre que d'or? Que fera, dépourvu de tout, ce fastueux imbécile qui ne s'est point usé de lui-même et ne met son être que dans ce qui est étranger à lui? Heureux qui sait alors quitter l'état qui le quitte et rester homme, en dépit du sort. Qu'on loue tant qu'on voudra ce roi vaincu qui veut s'enterrer en furieux sous les débris de son trône, moi, je le méprise. Je vois qu'il n'existe que par sa couronne, et qu'il n'est rien du tout s'il n'est roi. Mais celui qui la perd, et s'en passe, est alors au-dessus d'elle. Du rang de roi qu'un lâche, un méchant, un fou peut remplir comme un autre, il monte à l'état d'homme que si peu d'hommes savent remplir. Qui dit mieux? Je ne les abandonnais pas dans ces textes. J'y plongeais avec eux. Il nous arrivait d'apprendre les plus complexes ensemble, pendant le cours lui-même, au fil de leur analyse. Je me faisais l'effet d'un maître nageur. Les plus faibles avançaient en peinant, la tête hors de l'eau, segment par segment, accrochés à la planche de mes explications, puis nageaient seuls, quelques propositions d'abord, jusqu'à s'offrir bientôt une longueur de paragraphe, sans lire, de tête. Dès qu'ils avaient compris ce qu'ils lisaient, ils découvraient leur capacité mnémonique, et souvent, avant la fin du cours, un bon nombre récitait le texte entier,
s'offraient une longueur de bassin sans l'aide du maître nageur. Ils commençaient à jouir de leur mémoire. Ils s'y attendaient pas du tout. On eût dit la découverte d'une fonction nouvelle, comme s'il leur était poussé des nageoires. Tout surpris de si vite se souvenir, ils répétaient le texte une deuxième fois, une troisième, sans accroc. C'est que, l'inhibition levée, ils comprenaient ce dont ils se souvenaient. Ils ne se contentaient pas de réciter une suite de mots. Ce n'était plus seulement dans leur mémoire qu'ils s'ébrouaient. C'était dans l'intelligence de la langue d'un autre, la pensée d'un autre. Ils ne récitaient pas Émile, ils restituaient le raisonnement de Rousseau. Fierté. Ce n'est pas qu'on se prenne pour Rousseau dans ces moments-là, mais tout de même, c'est la divination imprécatoire de Jean-Jacques qui s'exprime par votre bouche. Parfois ils jouaient, ils s'entraînaient ensemble, ils faisaient des concours de vitesse, ou récitaient leurs textes sur un ton étranger à sa nature. La fureur, la surprise, la peur, le bégaiement, l'éloquence politique, la passion amoureuse. À l'occasion, l'un ou l'autre imitait le président du moment, un ministre, un chanteur, un présentateur de journal télévisé. Ils se livraient à des jeux dangereux aussi, de périlleux exercices d'agilité mentale. Ils se lançaient des défis acrobatiques qu'une classe de seconde me révéla un soir pendant un dîner de fin d'année. Ils avaient gardé la chose secrète pour épater le prof. Entre la poire et le fromage, une Caroline pointa son doigt vers un Sébastien. « Défi. Je veux le premier paragraphe du 3, la deuxième strophe du 11, la quatrième du 6 et la dernière phrase du 15. » Le Sébastien défié assembla mentalement le patchwork qu'il récita presque sans hésitation, comme un texte unique et biscornu. Puis il lança son propre défi. « À ton tour, envoie-nous le pont Mirabeau. » Il précisa. « À l'envers, hein ?»« Facile. » Et voilà qu'à mes oreilles stupéfaites, sous le pont Mirabeau, la scène se mit à remonter son cours, du dernier vers au premier, jusqu'à disparaître sous le plateau de Langres. Satisfaite, Caroline lâcha le nom de l'auteur, Eriani Lopa. « Et ça, monsieur, vous savez le faire ?» Un inspecteur d'académie n'aurait peut-être pas aimé voir la scène retourner à sa source, où le tambour d'une machine à laver mélangeait tous les textes de l'année, où mes sixièmes décoraient notre classe avec des banderoles où pendaient leurs fautes d'orthographe les plus spectaculaires comme des dépouilles de vaincus. On aurait pu aussi me reprocher de laisser mes plus grands élèves confier leurs copies à la correction assassine des plus petits. Ne serait-ce pas flatter les uns pour humilier les autres ? On ne plaisante pas avec ces choses-là tout de même. Il m'aurait fallu plaider. Pas de panique, monsieur l'inspecteur. Il faut savoir jouer avec le savoir. Le jeu est la respiration de l'effort, l'autre battement du cœur. Il ne nuit pas au sérieux de l'apprentissage, il en est le contrepoint. Et puis, jouer avec la matière, c'est encore nous entraîner à la maîtriser. Ne traitez pas d'enfant le boxeur qui saute à la corde, c'est imprudent. En mélangeant leurs textes, mes secondes ne manquaient pas de respect à Dame Littérature. Ils exaltaient la maîtrise de leur mémoire. Ils ne rabaissaient pas un savoir, ils s'admiraient dans l'innocence d'un savoir-faire. Ils exprimaient leur fierté en jouant sans se hausser du col. Et puis ils taquinaient Rousseau, ils consolaient Apollinaire, ils amusaient Corneille, qui avait le goût de la blague lui aussi, et qui doit trouver son éternité un peu longue. Et surtout, ils installaient entre eux un climat de confiance ludique qui fortifiait l'esprit de sérieux de chacun. Ils en avaient fini avec la peur. C'était leur façon de le dire, de s'écrier « enfin ». Parfois d'ailleurs, je jouais avec eux. Il nous arrivait de considérer la bêtise avec le plus grand intérêt, d'étudier les effets de sa cohabitation avec l'intelligence la plus rare. Émerveillés mais épuisés par notre ascension du neveu de Rameau, nous nous accordions par exemple une pause carambar. Un carambar par élève, j'avais un budget à cet effet. Celui qui tombait sur l'histoire la plus stupide proposée par ses friandises, la blague la plus insultante au sommet d'intelligence où nous bivouaquions, celui-là gagnait un second carambar et nous reprenions notre ascension, le pied léger, plus honoré encore de fréquenter Diderot. Nous savions que si l'intelligence du texte est une rude et solitaire conquête de l'esprit, la blague stupide établit, elle, une connivence reposante qui ne se partage qu'entre amis de confiance. C'est avec nos intimes que nous échangeons les histoires les plus bêtes, façon de rendre un hommage implicite à la finesse de leur esprit. Avec les autres, on fait les malins, on déballe son savoir,
On en installe, on séduit. Qui étaient-ils, mes élèves? Pour un certain nombre d'entre eux, le genre d'élèves que j'avais été à leur âge, et qu'on trouve un peu partout dans les boîtes où échouent les garçons et les filles éliminés par les lycées honorables. Beaucoup redoublaient et se tenaient en piètre estime. D'autres se sentaient simplement à côté, hors du système. Certains avaient perdu jusqu'au vertige le sens de l'effort et de la durée, de la contrainte, bref, du travail. Ils laissaient tout bonnement aller la vie, s'adonnant à partir des années 80 à une consommation effrénée, ne sachant point user d'eux-mêmes et ne mettant leur être que dans ce qui était étranger à eux. La réflexion de Rousseau transposée au plan matériel ne les avait pas laissés indifférents. Et tous des cas particuliers, bien sûr. Celui-ci, excellent élève en son lycée de province, s'était retrouvé bon dernier à bord du paquebot en partance pour les grandes écoles où son dossier l'avait fait admettre. Il en avait conçu un tel chagrin que ses cheveux tombaient par plaques. Dépression nerveuse à 15 ans. Celle-ci, un peu suicidaire, se tailladait les veines. « Pourquoi tu fais ça ?»« Pour voir, monsieur. » Celle-là flirtait alternativement avec l'anorexie et la boulimie. Cette autre fuguée. Cette autre encore, venue d'Afrique, était traumatisée par une révolution sanglante. Celui-ci était le fils d'une concierge infatigable. Celui-là, le garçon lymphatique d'un diplomate absent. Certains étaient anéantis par les problèmes familiaux, d'autres enjoués sans vergogne. Cette veuve gothique aux orbites noires et aux lèvres violettes avait juré ne s'étonner de rien. Quand ce blouson clouté, Banane et Santiago, évadés d'un lycée technique de Cachan pour reprendre chez nous un cycle long, découvraient avec émerveillement la gratuité de la culture. Ils étaient des garçons et des filles de leur génération, loubards des années 70, punks ou gothiques des années 80, néobabes des années 90. Ils attrapaient des modes comme on chope des microbes. Mode vestimentaire, musical, alimentaire, ludique, électronique. Ils consommaient. Les élèves de mes débuts, ceux des années 70, remplissaient pour la moitié d'entre eux les classes dites aménagées d'un collège de Soissons. Classe dont on nous avait précisé avec un humour très professionnel qu'elle n'était pas aménagée en 2 mots. Quelques-uns étaient sous surveillance judiciaire. Les autres étaient des fils de métayers portugais, de commerçants locaux ou de ces grands propriétaires terriens dont les champs couvraient les immenses plaines de l'Est, grâce de tous les jeunes gens immolés au suicide européen de 14-18. Nos loubards partageaient les mêmes locaux que ces élèves dits normaux. La même cantine, les mêmes jeux, et cet heureux mélange était à mettre au crédit de la direction. L'illettrisme tardif ne datant pas d'aujourd'hui, c'est à ces garçons et ces filles aménagés que je devais en 4e ou en 3e réapprendre la lecture et l'orthographe. C'est avec eux que nous interrogions ce Y où l'on n'arrive jamais, parce qu'on ignore qu'il n'est qu'un être là, un être maintenant, un être ensemble et, ce faisant, un être soi. Leur professeur de mathématiques et moi leur avions appris à jouer aux échecs aussi. Ma foi, ils s'en sortaient pas si mal. Nous avions fabriqué un grand échiquier mural qu'ils m'offrirent à mon départ. On en fera un autre, monsieur, et que je conserve pieusement. Leur prouesse à ce jeu réputé difficile, c'était l'époque du fameux championnat Spassky-Fischer, la confiance qu'ils y avaient acquise en battant certaines classes du lycée voisin, on a battu les latinistes, monsieur, ne furent certainement pas pour rien dans leurs progrès en maths cette année-là, ni dans leur réussite au BEPC. À la fin de l'année, nous avions monté Ubu-Roi, toutes classes confondues. Un Ubu mis en scène par mon ami Fanchon, professeur à Marseille aujourd'hui, une sorte d'oncle Jules, elle aussi, inoxydable dans sa lutte contre toutes les ignorances. Accessoirement, père et mère Ubu avaient fait scandale dans leur grand lit, sous les yeux de l'évêque local. Vertical le lit, pour qu'on pût admirer le couple royal jusqu'au fond de la salle de gym où la pièce se donnait.